Yo, Bakayalo, Konoyalo, quel chapitre incroyable les amis, quel chapitre incroyable. Vegeta a appris la téléportation, c'est un truc de ouf. Il était énorme ce chapitre, énormissime. Mais avant que j'entre dans les détails, on va survoler le scan avant. On va décortiquer ça en 3 parties. Tout d'abord, le combat magnifique de Goku face à Moro. Après, on va s'arrêter sur l'histoire de Mérus, Beerus et compagnie. Et pour finir, on va regarder l'évolution de Vegeta. Son développement, comment est-ce qu'il a fini par aboutir à la téléportation? Non mais regardez ce combat, il était magnifique. Je n'ai qu'une chose à dire, un seul mot, la puissance. Regardez-moi cette puissance. Regardez l'énergie que dégagent Goku et Moro. Là, ils y vont à fond, ils vont se taper dessus. Il y a Moro qui prépare sa grosse boule d'énergie et là, tout de suite, Goku, il met un gros kick dedans. Il met une de ses reprises de volée, puis il enchaîne avec un coup de coude. Et après, il termine par écraser le ventre de Moro. Mais Moro, il ne va pas se laisser faire. Il va faire comme Broly, il va l'attraper par le pied et il va l'écraser par terre. Ça, quand tu saisis quelqu'un par le pied et que tu l'écrases par terre, c'est vraiment une attaque de bourrin. Pour faire ça, c'est que t'as vraiment pas le même gabarit que l'autre. T'es un cran au-dessus. Mais Goku a l'habitude d'affronter des adversaires. Il va parvenir à lui mettre une bicyclette dans la gueule. Et après, il va enchaîner avec des boules de feu. Waouh! Quelle chorégraphie de combat! Quelle puissance! Et Moro qui sort de ses explosions, il fonce comme un bourrin, il veut écraser Goku avec son poing. Et Goku qui s'oppose par la force. Et oui, Goku mise sur la force aussi, il ne veut pas perdre en puissance. Il répond avec un coup de poing, un coup de pied, puis un autre coup de poing. Waouh! Goku n'y va pas de main morte, il y va à pleine puissance. Et pourtant, Moro n'a rien. Il a un corps d'acier. Déjà que Sagambo, il était super résistant, mais alors Moro c'est un autre niveau. Malgré tous les coups à pleine puissance de Goku, il n'a presque rien. Et malheureusement, pour la suite du combat, Goku va s'épuiser. Moro va lui mettre un putain de coup de genou dans le bide. Il va même lui mettre un putain de sauté coup de pied dans la gueule. Waouh! Et pour clôturer le combat, Moro va écraser Goku comme Goku l'avait fait au début du combat. Goku avait écrasé Moro, mais là c'est Moro qui écrase Goku. Quel combat, quelle chorégraphie incroyable! On ressent toute la violence, toute la puissance, mais c'est magnifique! C'est juste magnifique, voilà! Ici, on va s'arrêter sur le discours de Whis qui dit « Mérus, la naissance et la mort des planètes font partie du grand et long cycle de l'univers. L'ingérence excessive de notre part affecte le flux de ces phénomènes, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Qui plus est, seuls les êtres tels que le seigneur Beerus et les Kaioshin peuvent décider de telles choses. Ce n'est pas à nous, les anges, d'intervenir. Et oui, les Akaishin ont pour objectif de détruire les planètes, alors que les Kaioshin ont pour but de protéger et de construire les planètes. C'est pour ça que quand il y avait des menaces, par exemple avec Kid Buu, c'était des Kaioshin qui venaient pour défendre. Et malheureusement, il y en a pas mal qui se sont fait tuer. Beerus, à la base, son but en tant que Kaioshin, c'est de détruire les planètes. Pour la Terre, Beerus a vraiment fait une exception parce qu'il a eu de l'empathie pour Goku et les autres. Si je prends la parallèle, un cuisinier qui fait des plats pour servir des clients, son but c'est que les clients le mangent. Tu ne peux pas lui demander de jeter les plats qu'il cuisine. Ça n'aurait aucun sens. Ici, tu demandes à un destructeur de planète de sauver une planète. Parce qu'il y a un autre mec qui veut la détruire, qui t'aide à faire ton boulot. C'est pourquoi Beerus n'intervient pas. Ben voilà, j'ai envie de dire, c'est logique la réaction de Beerus. Surtout que Goku et Vegeta ne veulent même pas de son aide. Et d'ailleurs, Goku et Vegeta ne supporteraient pas qu'il intervienne sans leur consentement. Pour moi, c'est totalement normal que Beerus n'intervienne pas. C'est plutôt à un Kaioshin d'intervenir, mais vous savez à quel point ils sont faibles. En fait, les plus forts pour intervenir, c'est Goku et Vegeta.
Et je dirais même que le rôle des Kaioshin, c'est juste de créer de la vie. En fait, ceux qui ont le rôle de protéger les planètes et d'arrêter les malfrats, c'est la patrouille galactique. Et la patrouille galactique galérait, c'est pour ça qu'ils ont fait appel à Goku et Vegeta. Donc, les rôles sont respectés. Pibara ne peut pas aller sur Terre. Les Yardrats n'ont pas le droit d'utiliser le déplacement instantané pour voyager hors de leur planète. Ça veut dire que les Yardrats suivent une politique isolationniste, ce qui signifie qu'à la base, tout contact est interdit avec les étrangers. Tu n'as pas le droit de quitter la planète, les frontières sont fermées. Sauf que voilà, t'as une politique en place, mais les Yardrats sont cool. Si des étrangers viennent, ils vont quand même les aider. Et comme en plus il s'agit d'un cas d'urgence, Pibara veut bien faire une exception. Et ça, d'un point de vue culturel, c'est intéressant. Les Yardrats veulent conserver leur tradition. Et tu vois, Vegeta est un peu du même style avec les Saiyans. Il est fier de ses origines et veut conserver cette culture Saiyan. C'est pour ça qu'il appelle toujours Goku Kakarot, qu'il parle de la fierté Saiyan et des mythes du Saiyan légendaire. On a derrière Dragon Ball une certaine richesse des cultures. Et ça, c'est vraiment cool. Je rappelle que j'avais fait une vidéo sur l'évolution de Goku et Vegeta, je vous mets le lien en commentaire et à la fin de la vidéo. Mais pour résumer, ce qui faisait la force de Goku, c'était sa passion pour les arts martiaux. Il abordait ses entraînements avec un aspect spirituel, une ouverture d'esprit, un contrôle du ki. Vegeta était un être impitoyable. Puis, il se battait pour être reconnu par la Z-Team et à la fin de Dragon Ball Z, il se battait pour sa famille. Il devenait de plus en plus humain. Mais pour ses entraînements, Vegeta s'entraînait toujours tout seul, dans sa machine à gravité. Il ne voulait pas s'entraîner avec d'autres personnes, s'ouvrir aux autres. Et c'est pour ça qu'il s'est attaché à Bulma. Elle a fait un pas vers lui. Ça a commencé avec la machine à gravité, puis avec l'hébergement, etc. Et au fil du temps, Bulma, c'est devenu sa famille. Mais Vegeta est resté dans ce cercle fermé familial. Il s'entraînait toujours tout seul de son côté. Dans cet arc de la patrouille galactique, Vegeta voulait racheter ses erreurs. Il avait réalisé tout le mal qu'il avait fait au peuple Namek, il a mis sa vie en jeu pour protéger les Namek. Et même plus que sa vie, celle de Goku aussi. Il recherchait la rédemption. Et dans sa quête de rédemption, il s'est confessé au peuple Namek. Il s'est ouvert aussi aux Yardrats, il s'est ouvert aux arts martiaux et il s'est ouvert à la spiritualité. Ce n'est plus le Vegeta isolé dans son coin qui s'entraîne pour être reconnu un jour en tant que prince des Saiyans. Non! Son entraînement, ce n'est plus des séances de musculation tout seul dans son coin. Non, c'est fini. Il est allé vers les Yardrats, il les a écoutés. Ses entraînements, c'est de la concentration, de la maîtrise spirituelle. Et le fait qu'il maîtrise la téléportation, c'est un véritable aboutissement du personnage. C'est la conséquence logique de ses efforts. Pour moi, il n'aurait même pas dû atterrir dans la poubelle. Mais bon, ça c'était quand même marrant, c'était pour le gag. Parce que la téléportation, c'est une technique de base des Yardrats. C'est le truc le plus simple à apprendre. Goku, quand il s'est téléporté face à Cell, Cell a pu reproduire la téléportation pour revenir sur Terre rien qu'en le regardant faire. Kid Buu, quand la Terre a explosé, il a pu reproduire la téléportation rien qu'en ayant vu le Kaioshin faire. Pour moi, c'est logique que Vegeta apprenne à se téléporter aussi rapidement. C'est comme la natation. Supposons que maintenant Vegeta a maîtrisé le crawl, eh bien pour la brasse, il se peut qu'il l'apprenne facilement. Et c'est le cas pour la téléportation, maintenant qu'il maîtrise le contrôle du ki. Mais au-delà de savoir se téléporter, c'est vraiment une symbolique que Vegeta sache se téléporter. Ça veut dire qu'il s'est ouvert aux gens, qu'il s'est ouvert à la spiritualité, qu'il s'est ouvert aux arts martiaux. Et d'ailleurs, il est en train de remercier Pibara et les autres. L'ancien Vegeta, il aurait jamais remercié, il se serait barré comme ça. C'est un énorme développement du personnage. Il est devenu plus ouvert d'esprit. Et puis, scénaristiquement, c'est un truc de fou. Ça ouvre des portes vers une infinité de scénarios maintenant. Mais oui, Vegeta peut voyager dans l'espace maintenant.
il peut aller voir son frère Tarble. Donc on peut développer une histoire de sa famille, la famille royale. Et vous savez quoi? Il pourra peut-être même aller voir KB de l'univers 6. Il lui avait promis d'aller visiter sa planète, la planète Sarada, la planète d'origine des Saiyans. Et toi-même tu sais à quel point Vegeta tient à ses origines Saiyan et à sa culture. On peut développer une véritable histoire autour du peuple Saiyan. Là, on tient vraiment quelque chose. Il y aura peut-être les aventures de Vegeta. En solo, sans Goku, Vegeta s'est émancipé et il peut voyager, découvrir des nouveautés. Mais oui, le voyage c'est la vie, c'est grâce à ça que tu progresses dans la vie aussi. Non, moi je dis bravo Toyotaro, tu m'as fait kiffer. Tu m'as fait kiffer, c'est tout. Franchement, ce dernier arc, c'est un régal. J'ai hâte de voir la suite. Là, Vegeta, il se transforme en Super Saiyan Blue Evolution. Mais la suite va être dingue. On va vraiment voir l'aboutissement de son entraînement. Dis-moi en commentaire ce que toi aussi tu as pensé de ce chapitre. Allez, sur ce, je vous dis à lundi, 18h sur ma chaîne. A plus.